Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Mercier, CEO de Camping.com. Camping.com est une plateforme en ligne qui permet de rechercher, comparer et réserver des séjours en hébergement de plein air dans toute l'Europe. Dans ce podcast, Jérôme va nous parler des défis qu'il a dû relever pour améliorer l'image du camping, de faire face à la crise du Covid, du modèle novateur que propose cette plateforme multicanale et de ce qui a conduit Camping.com à devenir le leader européen de l'hébergement de plein air. Comment Camping.com a réinventé le marché de l'hébergement plein air? Quels sont les leviers pour fédérer une communauté de professionnels en ligne? Quelles sont les prochaines étapes du développement de l'entreprise? Nous explorerons ces questions avec Jérôme au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Je crois qu'on est maintenant identifié comme le consolidateur de ce marché en Europe. La volonté d'aller faire du build-up à l'international, ça dépend de l'intensité concurrentielle. Dans le contexte actuel, qui est un contexte d'inflation, on essaie de bien se comporter en restant parfaitement transparent. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, très heureux de t'accueillir. On est ici pour donner la voix aux acteurs de la French Tech et j'aimerais juste que tu puisses te représenter et nous représenter aussi ton histoire avant celle de Camping.com, parce que ça fait partie aussi des grands fondamentaux de la French Tech. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui t'a conduit avant d'arriver chez Camping.com en 2018? Quelles ont été les étapes? Alors, j'étais l'un des fondateurs de Quelcou, comparateur de prix, lancé avec mon ami Pierre Chapaz en 99. Belle success stories. J'ai ensuite passé 2 ans chez Yahoo à Londres. Racheté Quelcou, racheté pour les plus jeunes, 450 millions d'euros de mémoire par Yahoo. Ouais. Donc, c'était une des plus grosses opérations de M&A. On doit être en 2004. 2004, oui. Ouais, 2004, ouais. 2 ans passés chez Yahoo à Londres avant de partir chez Photobox, initialement dans la start-up française Photoways, que l'on a mergé avec le leader anglais Photobox avant de faire un développement rapide à l'international avec beaucoup de build-up. Voilà, donc j'ai une expérience à la fois early stage, à la fois growth, et maintenant j'ai la chance de piloter Campings.com depuis 5 ans. Donc 2018, tu arrives chez Camping.com, donc peut-être présenter Camping.com, donc en termes d'activité, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Ouais, alors Campings.com, c'est une plateforme de réservation, de recherche et de réservation spécialisée sur le trading plein air. On est le numéro 1 en Europe, avec une activité multicanale qui permet de distribuer l'offre de nos partenaires auprès de différents bassins de population. C'est un modèle à la performance. Voilà, c'est une très belle activité travel dont on est fier. Donc Marketplace, donc en 2018, lorsque tu arrives, quelle est la mission qui t'est donnée en tant que... Là, tu arrives en tant que CEO directement, le poste? Oui, je suis arrivé pour réussir à mettre cette belle entreprise en forte croissance. Donc, ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'était le marché, parce que l'hôtellerie de plein air, c'est la 3e et la dernière typologie d'hébergement qui n'était pas ou peu intermédiaire. C'est un marché qui est également très fragmenté. Encore aujourd'hui, 89% des campings français sont indépendants. Donc, ça justifie le fait d'avoir une place de marché et un moteur de recherche et de réservation. Et la France, c'est le premier parc de camping en Europe. Donc, finalement, le leader de la commercialisation de l'hôtellerie de plein air devait être français. Et on est fiers de montrer une belle croissance qui est maintenant reconnue même par la French Tech, puisqu'on est rentré dans la promotion cette année. Oui, donc promotion du FT 120. Si on fait un petit point là-dessus, qu'est-ce que ça vous a amené d'entrer dans cette promotion? Est-ce que ça amène un peu plus de visibilité, de la reconnaissance? Comment vous l'avez perçu?
C'est une grande fierté, une très belle reconnaissance pour le travail qui est effectué par les équipes. Ça renforce ce sentiment d'appartenance. On espère que effectivement, on montre que une entreprise française est leader sur ce marché et n'a pas à rougir face aux plateformes américaines. Voilà, on sait vendre la destination France, on sait vendre les régions, ce qu'on essaie de mettre en avant face aux régions aujourd'hui. Donc c'est un vrai coup de projecteur et surtout une vraie belle reconnaissance pour les équipes. Donc là, si on fait toujours un petit focus sur l'entreprise, donc c'est une marketplace. Donc votre modèle, c'est de mettre en avant les plus beaux campings, partout d'ailleurs, pas qu'en France, même si la France est un pays important, mais on reviendra sur le build-up. Donc l'idée, c'est de la mise en relation. Comment vous fonctionnez dans toute marketplace, si on a le sujet toujours en fait offre et demande. Globalement, il faut à la fois être capable de trouver le bon inventaire. Donc là, j'imagine que ça a été le travail depuis 2018 d'essayer d'aller référencer tous les meilleurs campings et aussi d'aller chercher les futurs clients. Voilà, quelle est votre vision de la marketplace en 2023, les évolutions majeures que vous avez pu voir depuis que vous êtes arrivé dans l'entreprise? Alors, d'abord, on a réussi à construire un service qui accompagne nos partenaires hébergeurs dans leur digitalisation. Comme je disais tout à l'heure, c'est un marché d'indépendants. Et donc, c'est important de réussir à apporter la lisibilité sur la richesse de ce marché. Donc un établissement qui est souvent géré par un couple qui met son ADN dans le concept d'hébergement. Donc on les accompagne aujourd'hui pour leur permettre de faire valoir, de surexposer leur offre d'hébergement sur différents carrefours d'audience. Et notre plateforme leur permet donc de distribuer leur offre d'hébergement suivant différents canaux. On a un canal de distribution direct sous la marque campings.com, bien évidemment, mais on travaille également en indirect avec 1200 comités d'entreprise. On travaille en B2B avec tous les grands réseaux d'agences de voyage. Ils ont tous intérêt finalement à travailler avec nous parce qu'on a l'offre d'hébergement de plein air la plus riche aujourd'hui intégrée sur une seule plateforme. Voilà, c'est l'ADN de la plateforme et c'est ce qui nous a permis d'avancer vite et d'aller chercher de la croissance en France puis en Europe. Donc digitalisation en fait un peu vitrine des campings, capacité interfacée avec non seulement camping.com, mais on sait bien que le mode indirect en B2B, donc on a aussi en tête les acteurs qui ont digitalisé en fait les CE, mais donc là votre API permet de se connecter. Aujourd'hui dans le monde alors c'est pas que du camping puisqu'on parle bien de tous ces endroits en fait de plein air. On a un sujet aussi d'accompagnement digital pour mieux vivre l'expérience au moment en fait de la prestation. Donc beaucoup de campings aujourd'hui essaient de développer leurs propres applications pour créer en fait de l'activité, essayer aussi d'animer cette communauté. Là aussi, vous aidez en fait à digitaliser cette relation pendant ces moments en fait un peu exceptionnels de vacances. Alors nous, on aide nos partenaires dans leur commercialisation. Ce qui est important, c'est d'offrir un service à la carte, leur permettre d'aller chercher une meilleure performance sur différents moments clés de la saison et notamment les aider sur le taux de remplissage, sur la basse saison, sur les ailes de saison, mais également sur la haute saison, parce qu'on apporte une certaine vélocité de la distribution, ce qui permet de remplir au meilleur moment, avec le bon rythme. Voilà, ça permet d'accompagner véritablement la vélocité, le taux de remplissage des établissements. Alors ensuite, au-delà de les accompagner sur cette commercialisation, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est de suivre la satisfaction client, qui est importante. D'ailleurs, vous pouvez voir notre note Trustpilot, qui est très bonne. C'est vraiment la meilleure du marché. On est à 4,5. On est très fiers de notre note Trustpilot. Ce qui montre finalement la qualité de l'expérience sur notre plateforme, la qualité de réservation. Mais on va plus loin. En fait, on cherche
à bien comprendre la satisfaction client post-séjour. Et donc, après un séjour, on envoie des emails à nos clients pour essayer de comprendre finalement si leur séjour s'est bien passé. Ce qui nous permet d'ailleurs de remettre des awards à la fin de chaque saison. Ce qui permet donc de mettre en avant des établissements qui sont labellisés or, argent, bronze. Et c'est d'ailleurs des filtres qui sont très utilisés dans nos pages de recherche parce que les clients, évidemment, cherchent le meilleur établissement pour passer de bonnes vacances et l'avis des personnes qui ont déjà passé un séjour, évidemment, est important. Très bien. Alors, on a parlé en introduction du build-up, donc cette capacité à se rapprocher. Et donc, c'est vrai qu'en regardant l'histoire de camping.com, j'ai été très intéressé par l'acquisition en fait de votre concurrent en fait néerlandais. Donc, c'était l'année dernière, c'était en juin de l'année dernière, c'est ça? Alors, on a annoncé tout début 2023. En fait, on a closé juste avant Noël. Juste avant Noël, d'accord. Juste avant Noël. Ça nous a pris 1 an. Parce que ça prend évidemment du temps. Et l'idée, c'est évidemment de rajouter un layer de croissance externe après avoir démontré qu'on était capable de gérer une bonne croissance organique. Eh bien, l'idée, c'est de rajouter donc une dimension supplémentaire pour aller chercher plus de volume, plus de parts de marché et évidemment aller chercher des économies d'échelle en utilisant la même plateforme pour gérer l'ensemble de l'activité. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu ce marché-là, aujourd'hui, on a un inventaire, donc une capacité en France qui est assez importante. Si j'ai bien fait mes devoirs, 80% en fait des gens qui fréquentent les campings, ça peut être des gens qui sont aussi français. Pour autant, les Néerlandais, les Allemands ont une grande capacité aussi à interagir. Et donc là, l'objectif, c'est de mutualiser cette capacité, cet inventaire, pour essayer de proposer encore un peu plus d'inventaire à vos clients. Ouais, évidemment, on veut aller chercher des synergies commerciales. Alors, d'abord, pourquoi Bungalow Specials aux Pays-Bas? Parce que c'est finalement une activité qui était extrêmement complémentaire, à la fois en termes d'émissions de clientèle et à la fois en termes de catalogue. 95% des parcs de vacances aux Pays-Bas sont référencés sur la plateforme, donc c'est très complémentaire d'un point de vue catalogue. Mais finalement, cette activité, elle va chercher une émission de clientèle forte aux Pays-Bas et également en Allemagne. Et c'est stratégique pour les hébergeurs français et en Europe du Sud. 16% de la clientèle dans les campings français l'année dernière était allemand et néerlandais. Donc, ça fait partie du renforcement de la proposition de valeur que nous travaillons chaque jour pour nos partenaires, de leur permettre, après avoir goûté à notre distribution multicanale au travers de nos comités d'entreprise, au travers de l'ensemble de nos partenaires, de les accompagner pour aller toucher des bassins d'audience, de clientèle à l'étranger et surtout aller chercher des familles qui voyagent à des moments un peu différents de la clientèle française, qui est certes très présente dans les campings français, parce que c'est un marché domestique. Si on dit 16%, ça veut dire que... C'est en fait 2/3 de la clientèle des campings français et domestiques et françaises. Lié à la distance, j'imagine, exactement. Le reste vient de l'Europe du Nord, et donc 16% des Pays-Bas et l'Allemagne. Donc c'est important finalement pour les hébergeurs d'avoir un canal d'accès à cette clientèle et on les accompagne à l'international, à la fois dans leur digitalisation, mais également à l'international. Et c'est ce qui vient renforcer la proposition de valeur. D'accord. Et donc, dans une marketplace, de toute manière, il y a forcément cette course à la taille, puisque globalement, c'est un business, en fait, où vous êtes en commission. Donc, c'est le business model d'une marketplace. Et donc, plus on a de GMV, plus on a de volume, plus on est capacité, en fait, d'amortir les coûts fixes. Et donc, cette recherche de la taille est importante pour vous. Vous étiez déjà leader, si je comprends bien, en Europe avant l'acquisition. Et donc là, vous avez renforcé votre leadership. Oui, on a la chance de pouvoir dérouler une stratégie de build-up. Je crois qu'on est maintenant identifié comme le consolidateur de ce marché en Europe, parce qu'on ne s'interdit pas d'aller chercher d'autres équipes, des champions locaux.
pour les fédérer autour d'un projet européen. Et oui, évidemment, on va chercher plus de parts de marché, on renforce la proposition de valeur. Et ça permet aussi d'aller chercher une meilleure performance financière en faisant des économies d'échelle, en mutualisant les équipes, les plateformes, toujours pour tirer une meilleure performance globale et un meilleur service client. Donc, pour financer cette croissance, vous avez récemment levé 27 millions d'euros. Donc, j'imagine qu'une partie a servi à cette acquisition et le reste, c'est pour travailler plus sur la technologie, sur le développement commercial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est... Évidemment, il faut des fonds propres, mais j'allais dire cette croissance externe, elle est maîtrisée parce qu'on va chercher un fonds de commerce, donc c'est finalement assez rassurant de se dire que on rajoute des fonds propres, mais on va chercher une activité existante qu'on vient mutualiser. Eh bien le reste de l'investissement, c'est continuer à investir dans les équipes et dans notre plateforme. On investit énormément dans notre plateforme, toujours pour améliorer sa performance, notamment le taux de conversion, qui est le Graal pour aller chercher la meilleure marge nette et donc au bout du bout la meilleure performance financière sur une saison. Donc là, vous avez aussi dans l'histoire de camping.com subi cette période Covid, qui n'a pas dû être simple à gérer, ou arrêt d'activité. Est-ce que vous pouvez nous redire comment vous avez traversé et ce que vous avez appris de cette période ? Est-ce que, comme beaucoup de marketplaces, c'était l'occasion de repenser peut-être un peu les choses ? Quelles sont les leçons que vous tirez de cette période ? Alors, c'était une période qui était évidemment très dure parce qu'on n'a pas pu héberger nos clients pendant 2 basses saisons. Et donc, dans un premier temps, il a fallu gérer cette situation exceptionnelle et réussir à gérer, à développer des fonctionnalités pour pouvoir annuler les réservations et gérer des crédits voyage et assurer finalement à nos clients que le budget qu'ils avaient dépensé n'était pas perdu, qu'ils allaient pouvoir reporter leurs vacances dès que finalement on allait pouvoir se déplacer à nouveau. Donc c'était une période extrêmement tendue. Je pense que nous on a eu de la chance, on a été protégés par ce marché domestique qui est fort, mais il a fallu être extrêmement réactif parce que on est déjà sur un marché où la saisonnalité est très très forte. Et on s'est retrouvé finalement avec des annonces du gouvernement qui nous ont laissé dans un premier temps 6 semaines pour distribuer, pour commercialiser la haute saison. Parce que globalement, en fait, si on se souvient bien, on a eu cette période d'ouverture pendant l'été et tout le monde pensait ça serait bien d'être à l'extérieur. Donc j'imagine que vous avez dû avoir un afflux pendant ces 6 semaines. C'est ça. Donc ça a été évidemment une valeur refuge. Ouais. Les gens se sont dit que c'était... ils avaient besoin de prendre un grand bol d'air et puis pouvoir louer un hébergement dans un établissement où vous pouvez rentrer avec votre voiture, garer votre voiture face à un bungalow. C'était plutôt rassurant en sortie de crise sanitaire. Mais pour nous professionnels, il a fallu accompagner nos partenaires sur cette fenêtre de commercialisation qui était extrêmement courte et il a fallu savoir bien prendre le volume, gérer le flux à la fois en gestion de service client et à la fois en booking pour pouvoir accompagner nos partenaires hébergeurs et aller chercher la meilleure performance à leur service. Donc, on a eu aussi un phénomène aussi important, là, des feux dans les campings. Donc, j'ai vu que certains campings avaient réouvert la semaine dernière. Là aussi, accompagnement de votre part de ces campings qui ont dû en fait se réinventer, puisque on parlera tout à l'heure de l'aspect climatique, puisque c'est aussi un sujet qui anime beaucoup. Beaucoup de campings étaient sur des sites inondables. On va avoir aussi cette notion en fait de tourisme responsable. Je sais que vous êtes très, très impliqué et vous communiquez aussi beaucoup là-dessus. Donc, point 1, en fait, sur l'aide à ces campings, comment vous avez vécu, vous, de l'intérieur, cette situation ? Et puis, après, on passerait sur le sujet un peu plus impact du tourisme que vous proposez.
Nous, on est toujours très proche de nos partenaires. Quand il y a des situations de crise, on essaye de bien se comporter en restant parfaitement transparent pour notre clientèle, les vacanciers, notre clientèle directe, mais également notre clientèle au travers de comités d'entreprise. Mais on est toujours dans l'accompagnement et on essaie de trouver des solutions pour aller chercher la meilleure performance. Voilà, je pense que en tant que leader, on se doit d'être responsable. Je pense que d'ailleurs pendant la crise Covid, on était les premiers à lancer un label qui permettait de rassurer sur les conditions d'hygiène dans les campings. On est toujours très proactif, on essaie de trouver toujours des solutions. Dans le contexte actuel, qui est un contexte d'inflation, on essaie d'accompagner toujours le marché et la clientèle en trouvant des solutions. On était l'un des premiers acteurs à lancer le paiement fractionné. Actuellement, vous voyez en ligne une offre réservée pour 1 euro avec des paiements échelonnés. Voilà, on met toujours beaucoup d'innovation marketing pour accompagner la clientèle et également nos partenaires hébergeurs pour pouvoir assurer une bonne courbe de remplissage et aller chercher la meilleure performance. Et donc là, en fait, dans l'air du temps, évidemment, l'écotourisme est un sujet qui revient beaucoup. Et c'est vrai que la proposition de valeur de l'offre en plein air peut répondre en fait à cette demande de beaucoup aujourd'hui alors de jeunes et de moins jeunes qui se disent mais finalement aller très très loin, de prendre un avion pour aller passer des vacances, finalement est-ce que c'est toujours dans l'air du temps? Et donc finalement vous, votre engagement, votre proposition par rapport à cela, puisqu'aujourd'hui on a aussi un tourisme de proximité, comment vous avez perçu en fait ce changement de mentalité dans votre activité au quotidien? Alors nous on a une culture très data, on suit le comportement agrégé de nos clients sur nos fronts, sur nos sites, pour pouvoir finalement essayer de saisir des tendances, les partager avec nos hébergeurs. C'est le cas notamment actuellement sur des sujets d'inflation. Voilà, on essaye vraiment de comprendre, de répondre aux problématiques. Ceci dit, voilà, on n'est pas là pour changer le plan ou les vacances en famille. On sait que plus de 80% des recherches commencent par la destination, et donc on accompagne la recherche du client qui donc majoritairement rentrent par la destination. Ils savent déjà où ils veulent aller. Et donc nous, notre proposition pour la clientèle, c'est avoir un moteur à l'état de l'art qui permet de chercher toutes les offres d'hébergement auprès de 4500 établissements et apporter de la transparence, permettre de filtrer les recherches pour trouver finalement la meilleure solution en fonction de ce qu'attend la clientèle. Alors on voit que le filtre Ecolabel est un filtre qui marche très bien. Il est utilisé sur 10% de nos recherches. Ce qui est pas neutre. Ça veut dire en fait, nous ce qu'on perçoit dans pas mal de startups dans le tourisme, globalement, ce canal devient un canal important, un canal de responsabilité et de partage et de transparence. Donc le fait que vous ayez le filtre, c'est quelque chose d'important. Ouais. Et en même temps, je pense que vos clients, en fait, donc ceux qui proposent en fait plutôt les campings en tant que tels, ces entreprises sont aussi en train ils ont eu leur révolution digitale. Je pense qu'il y a une révolution aussi éco-responsable, où il y a une montée en puissance que vous devez voir au fil du temps. Oui, ben c'est un marché qui évolue très rapidement. Ce sont des établissements qui ont une structure légère, donc ça permet aux indépendants, aux patrons de ces établissements de faire évoluer leur concept d'hébergement. Évidemment, ils cherchent à répondre à la demande et ils le font très bien. Et malgré tout, l'hôtellerie plein air, ça reste certainement le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui pour passer des vacances réussies en famille. Voilà. Donc nous, encore une fois, notre métier, c'est un métier de distributeur. On les accompagne dans leur commercialisation.
Voilà, on fait ce métier, on fait valoir leur concept d'hébergement. On va chercher des clientèles, on reste à notre place, hein, on ne vient pas jouer sur les concepts d'hébergement, mais on essaie de leur donner toute la performance qu'ils recherchent. Très bien. Si on passe maintenant à la partie un peu plus pour mieux comprendre en fait les valeurs de camping.com sur la partie talent et culture d'entreprise. Une entreprise en hypercroissance, c'est une entreprise qui nécessairement a des effectifs qui grandissent. Quelle est votre vision en fait des talents au sein de Camping? Déjà, est-ce qu'il y a des valeurs chez camping.com et comment vous avez fait évoluer ces équipes dans les 5 dernières années? Alors, je crois que la culture d'entreprise, elle est certainement portée par son dirigeant, mais elle est relayée par son équipe dirigeante. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de leadership qui est extrêmement solide, que j'ai voulu composer d'experts métiers qui sont donc très très bons dans leur domaine, mais également qui ont beaucoup de bienveillance et qui arrivent à finalement fédérer une équipe avec cette capacité à coacher, à manager par l'exemple. Donc on essaye de continuer à faire ça régulièrement. On essaye aussi de faciliter la cooptation. C'est un vrai sujet de Setup for Success, qu'on va chercher des nouveaux talents pour intégrer l'équipe. Et on essaie de garder cette taille humaine, même si on est 130 collaborateurs. On a 40 ingénieurs qui travaillent tous les jours sur notre plateforme. Donc évidemment, l'équipe grossit, mais c'est important que l'humain garde sa place, même si on est une entreprise de croissance qui cherche de la performance. Ça reste l'équipe, ça reste l'humain. Voilà, j'espère être assez proche de mes collaborateurs, mais je pense que finalement, quand on fait des études, notamment on a le label Great Place to Work depuis 2 ans, ce qui est plutôt pas mal. Bon, bah ça a du sens. Ça veut dire que les équipes nous disent bien de façon anonyme qu'ils se sentent bien chez Campings.com et qu'ils ont l'impression d'appartenir à un beau projet, de contribuer à un beau projet et d'avancer ensemble. Voilà. Après, il y a d'autres éléments qui sont importants pour nous. C'est évidemment la parité homme-femme. On a fait bouger cet index sur les 3 dernières années. On était à 26%, on est passé à 91% en 3 ans. J'ai une équipe de management qui est à la parité parfaite. Voilà, ça fait partie aussi de notre engagement RSE, qui est un sujet important d'ailleurs pour la French Tech. Et donc on continue en tant que société en tant qu'entreprise faisant partie de la promotion du FT 120. Là aussi, je crois qu'il y a quelques engagements qui sont pris sur le parcours carbone, sur différentes choses. Oui. Des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé, vous avez lancé. Oui, alors là, on va calculer notre empreinte carbone, mais on a déjà anticipé, on a fait un partenariat avec Ecotree pour essayer de compenser notre empreinte. On a déjà planté 3 forêts en France, donc on essaye d'être proactif. Et après, sur la dimension RSE, il y a aussi quelque chose, moi, qui me tient à cœur. C'est à partir du moment où notre proposition de valeur, c'est de permettre aux familles de trouver un bon établissement pour passer de bonnes vacances. On essaye d'offrir des séjours à des associations, notamment Vacances et Familles ou Enfants de la Terre. Voilà, moi je reste sensible à des familles qui peuvent être en situation de précarité. Si notre activité nous permet de donner un peu de bonheur à certaines familles à un moment, c'est pas mal. Voilà, donc on essaie de faire des choses, on est proactif, mais on va évidemment continuer à travailler dans ce sens-là. Voilà. Dans cette période de French Tech un peu perturbée par des données macroéconomiques, comme toute start-up, vous êtes toujours à la recherche des bons talents. Vous sentez que c'est quelque chose qui se détend un petit peu? Vous avez plus de capacité à trouver les bonnes personnes ou c'est toujours très tendu pour trouver les bons profils? Alors ça reste toujours compliqué. Nous, on a embauché une 20aine de personnes l'année dernière.
Alors on a une fenêtre d'embauche qui est alignée sur la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on essaie de faire nos embauches en se disant que on va chercher donc j'allais dire une bande passante supplémentaire pour gérer des projets, pour avoir une contribution directe sur la saison à venir. Ensuite, on est en contrôle de la saison et dès on commence à avoir un atterrissage, eh bien on commence à remettre en place un plan de recrutement pour pouvoir porter les ambitions de croissance pour la saison future. Voilà. Donc là, on est en plein milieu de la saison. Les vacances de Pâques ont bien débuté et on est en plein rush évidemment pour commercialiser la haute saison. Ouais. Voilà. Donc, mais voilà, ça reste un sujet clé d'avoir les bonnes personnes au bon moment et je crois que c'est aussi comme ça que j'ai réussi à mettre campings.com sur cette trajectoire d'hypercroissance. D'ailleurs, je crois qu'on est assez fiers de dire que dans le FT 120, le critère d'hypercroissance qui est de 25% sur une moyenne de 25% sur les 3 dernières années, on a plutôt explosé ce critère, parce qu'on est plus proche de 50%. Mais ça a été vraiment le résultat d'un travail d'une équipe solide que j'ai mise en place. Quand j'ai repris campings.com, on était j'ai l'impression de reprendre une entreprise qui était une belle endormie. C'était Cendrillon. Une belle idée, mais qu'il fallait en fait remettre un petit peu dans. Ouais, c'était plus qu'une belle idée. C'était déjà un modèle qui était prouvé, mais il fallait aller chercher une croissance rentable. En ayant la capacité à faire ce métier de marketplace. Donc, il fallait avoir une vraie culture produit et être capable de piloter un investissement tech important. Voilà, donc c'était une organisation qui était plutôt à l'envers. Il y avait beaucoup de personnes en OPEX qui essayaient de gérer les problèmes et certainement pas suffisamment de personnes à la tech pour pouvoir développer un bon niveau de service pour éviter que ces problèmes arrivent. Oui. Voilà. Donc on a plutôt retourné cette équipe. On a mis surtout l'investissement en capex. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on avait 40 ingénieurs qui travaillaient tous les jours sur notre plateforme. Voilà, ça fait partie de cette transformation qui nous a permis d'apporter une vraie culture produit, une vraie culture data pour aller chercher cette croissance avec encore une fois une équipe de leadership qui est solide et qui est composée d'ailleurs d'hommes et de femmes qui viennent de chez Photobox, qui est l'une de mes dernières entreprises. C'est-à-dire que on cherche toujours à travailler avec des gens qu'on aime, des gens qui sont bons, et c'est vrai que s'ils ont déjà eu une expérience ensemble, c'est comme une équipe de foot, tout le monde a sa place, ça joue beaucoup mieux après un premier match. Donc là, ils viennent faire un deuxième match avec moi sur campings.com et ça se passe très bien. Sur les relais de croissance, on a parlé de l'acquisition de Bungalow Booker. Donc l'axe géographique, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Là, vous avez été chercher des relais de croissance en Allemagne, aux Pays-Bas. Les prochains marchés, c'est quoi? C'est l'Europe du Sud. Comment vous voyez ces relais donc géographiques? Est-ce que vous allez sortir en fait du continent européen? Comment vous voyez tout ça? Alors on a encore une fois, avant de pouvoir faire une première acquisition, on a démontré une croissance organique solide, à la fois en France mais également en Europe du Sud. Juste après le Covid, on a commencé à adresser le marché espagnol, à la fois en réceptif, mais à la fois d'un point de vue domestique. On a réussi à démontrer qu'on était capable de vendre des campings espagnols à des Espagnols, ce qui était une belle première étape. Voilà. Donc, on a aujourd'hui une belle croissance en Europe du Sud. La volonté d'aller faire du build-up à l'international, ça dépend de l'intensité concurrentielle.
pour pouvoir rentrer dans un écosystème et finalement peser et aller chercher un volume qui est significatif. Mais après, les leviers de croissance, ils sont soit sur la demande, donc c'est où est-ce qu'on va chercher les bassins de clientèle. Donc c'est vrai que une clientèle internationale, c'est un vrai levier de croissance. Il y a une croissance qui vient de l'offre, c'est-à-dire il faut savoir élargir son catalogue, offrir plus de destinations, plus d'hébergements. Ça porte la croissance, bien évidemment. On peut avoir le plus beau magasin du monde si on vend toujours la même chose. Évidemment, la croissance, elle va être difficile à aller chercher. On peut aussi aller chercher des leviers de croissance sur la marge brute en allant chercher en proposant des services complémentaires. Ouais. En montant le enveloppe moyen, donc on parle de tout ce qui peut être autour. Exactement. Il y a des vrais leviers d'amélioration de la marge nette, notamment en essayant de limiter sa dépendance à Google, au SIA, en augmentant sa performance sur le repeat business, donc la fidélisation de sa base client. Et ensuite, sur la performance globale, c'est vrai que aller chercher plus de volume, ça permet de faire des économies d'échelle, comme on le disait tout à l'heure, et ça permet d'avoir une photo consolidée qui est encore plus belle. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu avancer sur cette première acquisition, et on pense que c'est une bonne stratégie, mais qu'une stratégie qui a déjà été éprouvée dans mes anciennes expériences professionnelles. Ça a été le succès de Quelcou, ça a été le succès de Photobox. J'allais dire, on change pas une équipe qui gagne, mais voilà, c'est important de se dire que on peut accélérer en allant chercher les meilleurs à l'international, et si tout va bien, 1 + 1 = 3. C'est ce qu'on nous souhaite. Donc là, aujourd'hui, avec les conditions de marché, un build-up est-il toujours aussi faisable qu'il y a 18-24 mois pour aller chercher de l'argent? Parce que là, les conditions, en fait, les taux ont augmenté, l'argent est plus cher parce qu'elle est plus dilutive. Donc là, vous avez encore beaucoup de leviers de croissance, on l'a dit, en organique, puisque vous êtes capable d'aller vous développer sur des terrains. Le fait de vendre des campings en Espagne et des Espagnols démontre que vous pourriez le faire en Italie. Cette vision-là, quand vous testez un petit peu le marché, vous sentez ce ralentissement en fait dans la capacité potentielle à aller chercher de l'argent aussi. C'est toujours difficile de trouver de l'argent, hein. Mais est-ce que vous avez senti ce durcissement? Bon, enfin, nous, on était sur le marché peut-être un des plus mauvais moments. C'était juste après le démarrage de la guerre en Ukraine. C'est vrai que c'était une discussion qui était un peu tendue, notamment sur un service grand public et travel avec toujours une connotation Covid qui était pas très loin. Je pense qu'encore une fois, on a su faire valoir que le marché de l'hôtellerie de plein air a des fondamentaux qui sont solides. Encore une fois que l'intermédiation sur ce marché était en marche et que on était leader en Europe et qu'on avait la capacité à consolider le marché. Et ensuite, j'allais dire, le build-up, il est plutôt rassurant pour des financiers, parce que quand on rachète un fonds de commerce, c'est pas un chèque en blanc en espérant que l'équipe va faire un bon boulot et mener une campagne marketing qui va avoir du succès. Voilà, donc c'est plutôt une bonne, c'est plutôt à mon sens rassurant d'arriver avec un plan M&A aujourd'hui. Et je crois que d'ailleurs le marché prend un peu cette tournure. Hein. On voit que les valorisations se tassent un peu, que on ne permet plus à tout le monde de partir à tout crin, et on voit quelques acteurs qui commencent à regarder du M&A, bien évidemment. Bon, alors moi j'ai eu la chance d'être élevé par des entrepreneurs comme Pierre Chapas, comme Dominique Vidal, Stan Laurent, qui m'ont biberonné au M&A. Voilà, donc j'essaye de marcher dans leurs pas avec cette expérience. Et l'expérience, elle dicte qu'il faut vraiment réussir à embarquer les équipes, partager les mêmes valeurs et faire confiance au produit. Toujours investir dans le produit avant d'investir dans le marketing. Super. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Growfast Now What et à nous suivre sur nos comptes EY, LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.